Europe 1. 8h13 sur Europe 1. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes député La France Insoumise de Marseille. Accord salarial, vous l'avez vu, trouvé cette nuit chez Total Energy entre la direction et les deux syndicats majoritaires à l'échelle du groupe, je le précise, CFDT, CFE-CGC, mais accord salarial refusé par la CGT qui, elle, est à l'origine de la grève dans les raffineries où elle est majoritaire. Vous dites quoi ce matin, Manuel Bompard? Stop ou encore à propos de cette grève? C'est pas à moi de me prononcer sur la poursuite ou pas de cette grève. C'est aux salariés qui se sont engagés dans ce mouvement de grève de décider s'ils ont envie ou pas de poursuivre ce mouvement. Votre cœur balance quand même en leur faveur. On l'a vu quand même plusieurs de. Ah non, mais moi je soutiens Panot, votre président de groupe. François Ruffin est chez Total. Je ne m'en cache pas. Je soutiens les revendications des salariés de ces entreprises parce que ce sont des revendications légitimes. Quand un groupe comme Total a réalisé plus de 18 milliards d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022, quand il s'apprête à verser des milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, quand le patron de Total lui-même a décidé d'augmenter sa propre rémunération de 52%, que les salariés de Total et en particulier des raffineries demandent des augmentations de salaire au moins au-delà de l'inflation, ça me paraît être des revendications qui sont des revendications totalement légitimes. Et bien évidemment ça pèse sur la situation des Français, c'est difficile, cette situation elle est difficile pour tout le monde, mais je pense qu'il faut que tout le monde comprenne que si les raffineurs n'obtiennent pas les augmentations de salaire, alors personne ne les obtiendra. Et que par contre, s'ils les obtiennent, alors le mouvement d'augmentation des salaires qui est réclamé dans un certain nombre de secteurs d'activité industrielle, de secteurs de l'économie, ces revendications-là, elles pourront être satisfaites dans d'autres secteurs si les raffineurs gagnent cette bataille. Vous voyez les raffineurs quelque part ouvrir la voie, déblayer le chemin pour les revendications syndicales, revendications salariales? Bien sûr, parce que ces revendications salariales, elles datent pas d'aujourd'hui ou de la semaine dernière. Ces revendications salariales, ça fait depuis le début de l'année que vous avez des salariés, des travailleuses, des travailleurs qui disent on gagne pas suffisamment d'argent en salaire pour pouvoir vivre face à l'augmentation des prix, face à l'explosion des prix même, et donc on veut des augmentations salariales. Mais les entreprises aujourd'hui, notamment les grands groupes comme Total, refusaient d'accorder toute augmentation salariale à la hauteur de l'inflation. Donc c'est des revendications qui sont légitimes et que je soutiens. Alors il y a cette note des renseignements dont on parle ce matin le journal Le Parisien qui nous parle d'une possible contagion aux dockers, aux agents portuaires, dans le secteur automobile également. Il y a déjà ces appels à débrayer dès mardi à l'appel de la CGT dans le secteur du commerce, les transports, la SNCF. Bref, je ne vais pas faire la liste intégrale, mais il commence à y avoir du monde. Est-ce que vous diriez, Manuel Bompard, comme on l'entend dans l'entourage du chef de l'État, que nous sommes à l'aube d'un nouveau mouvement type gilet jaune? J'insiste sur l'expression mouvement type gilet jaune. Je suis pas sûr que ça corresponde à la situation, parce qu'un mouvement de type gilet jaune, c'était un mouvement qui s'est déclenché dans le peuple de manière générale et qui n'est pas parti de secteurs de l'économie qui se mettent en grève comme le sont les raffineurs. Donc je suis pas certain que la comparaison, si on veut vraiment analyser ça en détail, soit la comparaison la plus juste. Mais justement, moi ça m'interpelle, c'est pourquoi d'après vous le gouvernement parle de mouvement type gilet jaune? Le point de dénominateur commun, c'est les carburants, mais honnêtement c'est à eux qu'il faudra poser la question. Moi je pense par contre qu'on est à l'aube d'un mouvement social d'ampleur, parce qu'il y a des revendications légitimes qui s'expriment peut-être de manière sourde dans le pays depuis maintenant plusieurs mois, qui n'ont pas été satisfaites ni par les groupes dont on parle, ni par le gouvernement qui a refusé, par exemple pendant l'été, alors que nous réclamions l'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, arrêter avec ce système de primes et de chèques, mais de aller vers des augmentations salariales en bonne et due forme. Le gouvernement l'a refusé. Donc ces revendications décider des augmentations dans les entreprises. Le gouvernement, il a quand même une possibilité, ça s'appelle le SMIC, parce que ça, c'est lui tout seul qui décide. Il a pris 8,5% le SMIC en un an. Il a 5 minutes. Plus que l'inflation. Non mais d'accord, mais est-ce que le rattrapage est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui avec un SMIC dans ce pays vous pouvez vivre dans des bonnes conditions? Je ne le crois pas. Et donc en ce qui me concerne, je suis favorable à l'augmentation du SMIC à 1500, 1600 euros même, je pense, au vu du niveau d'inflation dans lequel on va se retrouver dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc oui, je pense que c'est normal que quand on n'obtient pas par la négociation des revendications qui sont légitimes, c'est normal de pouvoir se mettre en grève. Et pour le reste, si le mouvement se propage dans d'autres secteurs, c'est aussi parce que le gouvernement a choisi la brutalité, le passage en force, la réquisition, les entraves au droit de grève, et que ça, les salariés d'un certain nombre de secteurs sont solidaires des raffineurs de Total et n'acceptent pas cette situation. Alors vous pensez que ce sont les réquisitions qui font exploser quelque part le mouvement, ou plutôt l'amplifient? Vous pensez que c'est plus ça que de voir ces images des Français qui tirent la langue, qui font la queue des heures pour faire le plein? Je pense que ce qui a amplifié
bloquer le mouvement, oui, je crois que c'est factuel, c'est la décision de réquisition, puisque Madame Borne a annoncé la décision de réquisition mardi à l'Assemblée nationale. Le lendemain, une raffinerie, par exemple, comme la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique, qui n'était pas dans le mouvement de grève, s'est inscrit dans le mouvement de grève en disant on n'accepte pas la remise en cause du droit de grève que constitue l'utilisation de ces réquisitions. Et ensuite, d'autres secteurs, j'ai entendu les centrales nucléaires, et puis ensuite, on a abouti sur la date de mobilisation qui est prévue mardi prochain de grève interprofessionnelle. Voilà, à mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Manuel Bompard, commentaire peut-être, 7% d'augmentation, un grosse prime de 3 à 6 000 euros négociée cette nuit par la CFDT, CFE-CGC, la CGT qui claque la porte. Enfin, quand même, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'entêtement, pensez-vous, de la part de la Confédération Générale du Travail? Écoutez, si vous voulez croire les chiffres avancés par le groupe Total, je vous laisse le faire. Ah bah là, ce sont les organisations syndicales. D'accord, mais sauf que ce que vous ne semblez pas avoir identifié, c'est que quand le groupe Total communique sur une proposition d'augmentation de 7%, ça inclut une revalorisation qui s'applique pour l'ensemble des salariés et des revalorisations individuelles. Or, en vérité, si j'ai bien compris ce qui s'est passé cette nuit, ça s'est terminé tard, mais selon les informations dont j'ai à ma disposition, on est seulement sur 5% d'augmentation générale. Or, les 5% d'augmentation générale sont plus faibles que l'inflation qui va atteindre 6 ou 7%. Donc, pour un salarié de Total aujourd'hui, dont l'entreprise a réalisé des résultats extraordinaires et qui s'apprête à verser des dividendes qui sont des dividendes massifs et extraordinaires, vous avez un salarié qui va perdre du pouvoir d'achat cette année. Je pense que tout le monde peut comprendre que c'est pas normal. Que c'est pas normal de perdre du pouvoir d'achat quand on est dans un groupe qui a réalisé des profits extraordinaires. D'ailleurs, vous avez trouvé la formule à la France Insoumise. Vous demandez maintenant la réquisition des super profits. Jolie convergence des mots de l'actu, si je puis dire. D'ailleurs, vous avez une idée, vous, Manuel Bompard, assez précise d'un mécanisme fiscal de taxation des super profits. Vous dites, il faudrait un dispositif automatique qui se déclencherait, tout secteur confondu, dès lors qu'une entreprise fait 20 à 25% de profit de plus par rapport à une période de référence prédéfinie. Oui. Alors, je sais quoi la période de référence Dans la proposition que nous avons formulée, on prend la moyenne des bénéfices qui ont été réalisés entre 2017 et 2019. On a enlevé l'année 2020 parce que tout le monde sait que c'était une année difficile, c'était l'année du Covid. C'est une période de référence. Et les profits qui excèdent la moyenne réalisée entre 2017 et 2019 de plus de 25%, la tranche au-dessus des 25%, on en prend effectivement une part pour aider à la solidarité nationale. Ça me paraît être une mesure de bon sens, de justice élémentaire. Vous savez, il n'y a pas que moi qui pense ça. La Commission européenne propose un dispositif qui est cantonné au secteur du pétrole, mais qui dit que si on a des profits réalisés de plus de 20% par rapport à la moyenne des 4 années précédentes, alors on introduit une taxation exceptionnelle. Donc vous voyez... Exceptionnel, c'est important. Ce mécanisme que vous envisagez, Manuel Bompard, dans votre esprit, ça doit rester exceptionnel. En tout cas, c'est un dispositif qui doit être mis en place sur les bénéfices réalisés en 2022, en 2023, parce que c'est des bénéfices qui sont réalisés en profitant d'une situation, la période postérieure au Covid, la guerre en Ukraine, qui ont conduit les prix, et notamment les prix des carburants et les prix de l'énergie, à augmenter de manière massive. Et donc, vous avez des entreprises qui, sur cette conjoncture économique-là, ont réalisé des bénéfices extraordinaires. C'est pas une innovation technologique qui a permis d'obtenir ces bénéfices extraordinaires. C'est pas parce que l'entreprise a particulièrement bien travaillé, même si sans doute que les salariés de ces entreprises ont très bien travaillé cette année. Vous voyez bien que c'est la conjoncture qui a produit ces bénéfices extraordinaires. Donc, c'est normal qu'une partie vienne aider à financer des dispositifs de soutien, notamment aux personnes les plus en difficulté face à l'explosion des prix. Mais vous semblez dire que ce qui est le plus dérangeant dans l'histoire, ça n'est pas tant l'inflation et le rattrapage salarial légitime que les salariés peuvent demander, après des années effectivement de modération, voire des décennies de modération salariale. Vous semblez dire non, c'est le simple fait que l'entreprise gagne beaucoup d'argent qui vous dérange, Manuel Bompard. Mais c'est pas que ça me dérange, mais moi ça ne me dérange pas. C'est seulement que à partir du moment où elle gagne beaucoup d'argent, alors que dans le même temps, la vie est très difficile pour des millions de gens dans ce pays qui voient le prix du carburant, de l'énergie, des produits alimentaires exploser, je dis seulement, c'est normal que l'entreprise qui a gagné beaucoup d'argent, elle participe davantage que dans une période normale à la solidarité nationale. Et je pense que les Français, ils sont massivement et en majorité d'accord avec cette idée. Alors, vous appelez d'ailleurs la France Insoumise, mais pas seulement, de nombreuses organisations de gauche à une marche ce dimanche, marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Quel est le lien entre les deux, Manuel Bompard ? Le lien entre les deux, c'est que la politique gouvernementale aujourd'hui, elle apporte pas de réponse satisfaisante. C'est une marche contre le gouvernement finalement.
Ah, mais moi je ne m'en cache pas, c'est une marche contre la politique du gouvernement. Je personnalise pas les choses. Et oui, le gouvernement aujourd'hui n'apporte pas de réponse satisfaisante ni en matière sociale, ni en matière écologique et climatique. Si vous voulez faire croire aux gens que le problème aujourd'hui, on va le résoudre en mettant des cols roulés, comme semble nous le dire Bruno Le Maire, honnêtement, c'est quelque chose d'extrêmement démagogique. Il a dit ça a été amplifié par. D'accord, il s'en est défendu. Mais à la limite, pourquoi pas, si vous voulez, il s'en est défendu. Mais quelle politique a été mise en place de manière sérieuse, ambitieuse pour faire face à l'urgence climatique et environnementale ces derniers mois? Aucune. La France. En même temps, Manuel Bompard, qu'est-ce qu'on fait dans la situation? On a un problème de prix de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'alternative. Vous avez raison, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous avons mis sur la table une proposition, c'est de bloquer les prix. Bloquer les prix de l'énergie, bloquer les prix sur un certain nombre de produits de première nécessité. Alors tout le monde dit c'est pas possible. Le gouvernement l'a fait. Pendant la crise sanitaire, le gouvernement a dit attention aux mécanismes de marché qui peuvent conduire à ce que le prix du gel hydroalcoolique atteigne des records parce qu'il va y avoir beaucoup de demandes. On met en place une mesure de blocage des prix et donc on fait participer les grands groupes qui profitent de cette explosion des prix. On rogne sur leur marge pour faire en sorte que ça soit pas les Françaises et les Français qui contribuent à leur enrichissement. C'est une proposition concrète. Bouclier tarifaire sur l'énergie, c'est une forme de blocage des prix aussi. C'est une limitation. La différence, c'est que c'est une limitation de la hausse des prix, mais le bouclier tarifaire dont on parle va entériner une augmentation de 15% des prix de l'énergie à partir du mois de janvier. Donc si vous pensez que les gens aujourd'hui dans ce pays sont en mesure d'encaisser une augmentation des prix de l'énergie de 15%, ce n'est pas mon point de vue. Je pense que les gens n'y arriveront pas. Et un bouclier qui laisse passer 15% des flèches, vous voyez, si on veut filer la métaphore, ça s'appelle pas un bouclier. Parce que si vous allez sur le champ de bataille avec un bouclier qui laisse passer 15% des flèches, malheureusement, je vous laisse y aller avant moi. Manuel Bompard, vous passez beaucoup de temps à l'Assemblée nationale cette semaine. On débat du budget 2023. Alors c'est vrai que la séquence était assez difficile, pénible pour la majorité relative, la majorité du gouvernement. Il y a des débats assez étonnants, on trouve aussi à l'Assemblée. Par exemple, est-ce qu'il faut, oui ou non, supprimer cette déduction fiscale pour les dons aux associations dont les membres s'introduisent dans des élevages? On a l'impression, quand même, vu de l'extérieur, de lutte picrocolline sur des points de détail. Les finances publiques brûlent, les députés regardent ailleurs, Manuel Bompard. Je crois pas que les députés regardent ailleurs. Il peut y avoir des sujets qui vous semblent comme ça assez éloignés des préoccupations des Français, mais cette semaine, on va aussi examiner la question du bouclier tarifaire dont on a parlé à l'instant dans le cadre du budget. On va examiner, et c'est une victoire que nous avons remportée avant-hier, une taxation sur les super dividendes qui ont été réalisés dans la période. Amendement MoDem. Amendement déposé par le MoDem, mais qui, quand même, le MoDem dépose un amendement, le gouvernement se prononce contre cet amendement, et c'est une très large majorité de l'Assemblée nationale qui a voté cet amendement. Ce qui démontre quand même que la Macronie, dans cette période un peu difficile, est extrêmement affaiblie, extrêmement divisée. Quand vous avez seulement 88 députés, puisque c'était ça le résultat du vote, qui suivent l'avis du ministre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est une défaite qui est une défaite majeure pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Donc 49-3, c'est imminent, vous pensez, Manuel Bompard? Le gouvernement va-t-il dégainer l'arme absolue dans un débat budgétaire? En tout cas, la menace du 49-3, elle plane sur l'examen budgétaire depuis qu'il a commencé lundi. Et d'ailleurs, ça pose une difficulté démocratique. C'est-à-dire que nous ne cessons d'interroger le ministre pour savoir, puisque nous continuons les travaux d'un côté, et de l'autre côté, on nous dit, mais il va y avoir le 49-3 à un moment. La question qui est posée, c'est si le gouvernement, c'est un peu technique, si le gouvernement engage le 49-3, est-ce qu'il va le faire sur le budget qui inclut les amendements qui ont été votés par l'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'il va le faire sur son propre texte? Et ça, c'est un sujet majeur. En gros, est-ce que l'Assemblée nationale travaille pour rien cette semaine, ou est-ce que le travail qu'elle réalise va servir à quelque chose? Ça, je crois qu'il faut que le gouvernement réponde maintenant à cette question. Manuel Bompard, c'est notre vendredi thématique sur Europe 1. On parle 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, de la laïcité à l'école. Est-ce qu'elle est mise en danger? Est-ce que vous allez honorer la mémoire de Samuel Paty, que ce soit ce vendredi ou lundi, comme l'Éducation nationale y invite les établissements scolaires? Y invite, ça n'est pas une cérémonie nationale. Bien évidemment qu'il faut honorer la mémoire de Samuel Paty. Et en ce qui nous concerne, les différentes forces de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, on a prévu dimanche matin de faire un rassemblement sur la place Samuel Paty pour lui rendre hommage. Donc bien évidemment, c'est ça. Pardon, à côté de la Sorbonne. Oui, à Paris. C'est à 11h dimanche matin. Et donc oui, c'est avant important. La marche pour bien sûr. C'est important de célébrer sa mémoire et de dire que en France, la laïcité, elle fait partie des
des piliers fondamentaux de notre République et qu'il faut y marquer un attachement, qui est un attachement viscéral. Tout le monde à la France Insoumise est d'accord avec ce que vous venez de dire, Manuel Bien Bompard. évidemment. Également, on vous renvoie quand même à certains grands je sais, écarts mais vous savez, de la France Insoumise sur le sujet. C'est une caricature. Je vais vous dire, la France Insoumise est sans doute le mouvement qui, en matière de laïcité, défend les propositions les plus ambitieuses dans ce pays. La France Insoumise a dans son programme l'application de la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire y compris dans les régions qui aujourd'hui n'appliquent pas la loi de 1905 parce qu'elles étaient à l'époque sous régime concordataire. Pour vous donner un exemple. C'est une interprétation de la loi de 1905 alors? Non, c'est pas une interprétation de la loi de 1905. On va pas faire ici un cours d'histoire, mais il y a un certain nombre de départements qui n'étaient pas français quand la loi de 1905 est arrivée, a été votée en France en 1905 justement, et dans lesquels la loi de 1905 ne s'applique pas aujourd'hui. Je crois que c'est nécessaire qu'elle s'applique sur l'ensemble du territoire national. Donc la France Insoumise n'a de leçons de laïcité à recevoir de personne. La France Insoumise est très attachée à la laïcité, la défend partout sur l'ensemble du territoire national et continuera à le faire malgré les caricatures qui sont parfois exprimées par nos opposants politiques. Merci Manuel Bompard. Merci à vous. Député La France Insoumise de Marseille. Bonne journée. L'invité d'Europe Matin. Bonne journée. Dans un instant, Catherine